Esperluette. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies entrepreneuriales, associatives et artistiques de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être vauclusien ou vauclusienne pour m'écouter, ce podcast c'est surtout une bonne dose d'énergie positive qui va vous inspirer et peut-être même vous donner envie de partir à la découverte de votre propre territoire. Esperluette est un podcast particulier car vous pouvez y écouter plusieurs formats différents. Interview, plateau thématique et chronique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur esperluette-podcast.fr. Je suis Marie-Cécile Drécourt, la productrice de ce podcast, et aujourd'hui c'est l'heure de la chronique environnement que je produis en partenariat avec RTV-FM, la radio du territoire ventoux. On peut le faire, c'est une chronique qui vous donne des idées éco-responsables et locales pour que vous puissiez avancer à votre rythme. Après vous avoir parlé le mois dernier du tourisme durable, je fais un point ce mois-ci sur tout ce qui peut également être considéré comme de la pollution, mais pas des sols ou de l'air. Pollution visuelle, sonore, lumineuse et même pollution de nos esprits à cause des informations déprimantes. Je vous explique tout dans cette compilation des 4 chroniques diffusées à la radio. Bonne écoute! Cela fait maintenant 8 mois que chaque semaine je partage avec vous mes idées éco-responsables et locales pour la plupart, pour vous aider à avancer à votre rythme vers un comportement plus respectueux de la planète. En relisant mes chroniques, je me suis rendu compte que beaucoup de mes épisodes parlaient de la pollution des sols et de l'air, mais d'autres types de pollution existent et j'aimerais ce mois-ci vous en parler, car on y pense moins souvent, mais ils jouent également sur le bien-être de notre planète et le nôtre par la même occasion. Commençons par la pollution sonore. Et au moment où j'écris ce texte, une motocross passe dans ma rue et j'ai dû m'arrêter d'écrire car personnellement, quand le niveau sonore est trop élevé, je n'arrive pas à me concentrer. Ne vous est-il jamais arrivé d'arrêter la radio dans votre voiture ou de demander à votre copilote de se taire pour réussir une manœuvre compliquée ? Et c'est là que l'on se rend compte du stress que provoque le bruit sur notre corps. Et je ne parle pas que de nos oreilles, car selon l'étude menée par l'ADEME, parmi les facteurs de risque environnemental en milieu urbain, le bruit est devenu la seconde cause de morbidité derrière la pollution atmosphérique, et le bruit peut également avoir un impact sur notre santé mentale. Bien sûr, selon notre lieu d'habitation et ou notre travail, on ne peut pas baisser le volume des nuisances sonores que nous ne créons pas nous-mêmes et nous n'avons pas forcément les moyens pour isoler phoniquement notre habitation. En revanche, on peut essayer de chouchouter nos oreilles et celles de nos voisins. Si je reprends l'exemple de la motocross, sachez qu'il existe des réducteurs de bruit. Pour ce qui est des travaux, il y a des règles qui obligent de les faire en semaine à certaines heures pour laisser des moments de calme, comme par exemple le dimanche après-midi, ou en fin de journée. Respecter ces moments de pause ne fera qu'améliorer vos rapports avec vos voisins. Si vous aimez écouter de la musique ou des podcasts, évitez de passer trop de temps avec un casque sur les oreilles, vous fragilisez vos tympans et à force, vous aurez besoin d'augmenter le volume, ce qui peut causer des acouphènes, voire des pertes d'audition. Quand vous achetez un nouvel appareil électroménager, pensez à vous renseigner sur les bips et autres bruits inutiles qu'ils peuvent faire. Ça peut paraître anodin, mais ces bruits répétés tous les jours, ça porte sur le système. Sachez que les appareils ayant l'écolabel européen ne doivent pas dépasser un certain seuil de puissance acoustique, ça peut vous aider à faire un choix quand vous faites vos achats. Et pour prendre l'habitude de réduire votre impact sonore, rendez-vous régulièrement dans la nature, là où il y a peu de bruit humain, comme la circulation, et écoutez le silence. Enfin, vous vous en rendrez vite compte, ce n'est pas du silence. Il y aura le vent dans les feuilles, les oiseaux qui chantent, peut-être des abeilles qui passeront près de vos oreilles, ou un arbre qui craque. Une oreille, ça s'entraîne, et si l'on veut pouvoir limiter la pollution sonore, il faut prendre le temps d'en avoir conscience. Et comme nos nuisances sonores affectent également l'écosystème qui nous entoure, pensez à 2 fois avant de faire du bruit, ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde, et ça oui, j'en suis sûre, on peut le faire. La semaine dernière, je vous ai parlé de la pollution sonore. Cette semaine, j'aborde le sujet de la pollution lumineuse. On parle de pollution lumineuse quand les éclairages artificiels sont si nombreux et omniprésents qu'ils nuisent à l'obscurité normale de la nuit. Impossible donc de regarder les étoiles pendant les belles soirées estivales. Ces éclairages peuvent être ceux présents dans les rues de nos communes, ceux des enseignes publicitaires, des vitrines de magasins, les bâtiments qui hébergent des bureaux qui restent allumés toute la nuit alors que personne n'y travaille,
Chacune des lampes qui restent allumées la nuit est visible à plusieurs mètres de distance et a beaucoup d'impact sur notre santé et celle de la nature. En effet, lorsque l'on parle de pollution, on a l'impression que les pollutions de l'air, de l'eau et des sols sont les plus importantes car elles ont un impact sur ce que l'on ingère, l'air que l'on respire, la nourriture que l'on mange et l'eau que l'on boit. Mais chez l'homme, la pollution lumineuse est suspectée de dérégler notre équilibre et notamment notre horloge biologique. Elle peut altérer le système hormonal qui a besoin d'un certain nombre d'heures d'obscurité pour bien fonctionner, mais également notre sécrétion de mélatonine, hormone qui affecte le sommeil, la reproduction ou encore le vieillissement. Chez les animaux, elle perturbe l'orientation des espèces qui utilisent la lumière de la Lune et des étoiles et leurs reflets sur l'eau pour s'orienter, traquer leur proie et fuir les prédateurs la nuit. Certains insectes sont attirés par nos lumières et meurent de fatigue. Quant aux oiseaux migrateurs, ils sont dérivés de leur route et s'épuisent également, et ce ne sont que quelques exemples. Alors que faire à notre niveau pour réduire cette pollution lumineuse ? Tout d'abord, réduire la puissance des lumières que l'on utilise chez nous. Et fermer les rideaux et les volets dès que la nuit s'installe pour éviter que nos lampes n'éclairent autant notre extérieur que nos intérieurs. Vous pouvez également sensibiliser les commerçants proches de chez vous afin qu'ils éteignent leurs enseignes lumineuses la nuit. Depuis 2018, une loi les oblige à éteindre ces lumières entre 1h et 6h du matin. Pour changer les choses, certains militants sautent sur les murs des magasins pour éteindre les lumières chaque nuit dans certaines grandes villes. Ce mouvement appelé Lights Off a pris de l'ampleur suite à une vidéo virale publiée par 2 jeunes Marseillais sur le réseau social TikTok. Sans aller jusque-là, car nous ne sommes pas tous des pros de l'escalade, une petite conversation avec vos commerçants préférés et votre commune peut faire changer les choses. Leur expliquer les effets trop peu connus de la pollution lumineuse peut les inciter à changer leur comportement, et leur expliquer également que cela fera baisser leur facture électrique peut être le petit plus qui fera pencher la balance dans le sens de la protection de notre environnement. Cela n'empêchera pas les commerçants de se développer et de rester visibles, mais la journée, aux heures où les clients potentiels seront également dehors et pourront les découvrir. Nous pourrons ainsi profiter des belles nuits noires, regarder les étoiles et peut-être même faire un vœu si nous avons la chance de voir une étoile filante cet été. Le vœu que les habitants de la planète Terre soient plus respectueux de la nature qui les entoure, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. La semaine dernière, je vous ai parlé de la pollution lumineuse, on reste sur le sens de la vue, et cette semaine, je voudrais réfléchir avec vous sur la pollution visuelle. En dehors des lampes et autres enseignes lumineuses qui perturbent notre santé et les écosystèmes, notre vue est constamment encombrée de publicités. Que ce soit les panneaux publicitaires qui encadrent nos routes ou les publicités que nous recevons chaque jour dans nos boîtes aux lettres. Commençons par celle-ci. La solution ? Posez un autocollant Stop Pub sur votre boîte aux lettres. Facile à trouver, il indique à toute personne qui distribue des prospectus que vous refusez qu'elles y déposent des publicités, excepté les outils de communication locale comme le journal de la ville ou des communautés de communes. Cette initiative qui existe depuis assez longtemps s'est durcie début 2022 puisque maintenant une loi anti-gaspillage prévoit une amende de 1 500 € pour les entreprises qui ne la respectent pas. Et cela vaut aussi pour les agents immobiliers qui souvent pensent qu'ils ne sont pas concernés par cette loi et continuent à distribuer leurs flyers dans vos boîtes aux lettres. Coller un stop pub, ce sont des kilos de papier qui ne seront pas utilisés, imprimés et détruits, et vos yeux qui ne seront plus pollués d'incitation à la consommation. Car oui, le cerveau est sensible à ces couleurs, slogans et autres techniques marketing qui vous font croire que vous avez besoin de tous ces objets. Cette loi anti-gaspillage prévoit également des sanctions contre l'affichage sauvage et la distribution de prospectus sur les pare-brises des voitures. Alors avis aux entreprises et organisateurs d'événements qui utilisent encore cette technique de communication, il y a d'autres manières pour faire parler de vous. D'autant plus sur notre territoire où les jours de Mistral, les flyers finissent par s'arracher et voler aux 4 vents avant même d'avoir été regardés par les propriétaires des voitures. Donc ça pollue l'environnement plutôt que d'informer les gens. Autre pollution visuelle, les panneaux publicitaires. Et maintenant, ils ne sont plus en papier, mais électroniques. Une petite couche supplémentaire sur la pollution lumineuse dont je vous parlais la semaine dernière. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, je trouve que cela gêne la conduite quand ils clignotent la nuit pour attirer notre attention sur la marque qui communique. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de loi concernant l'obligation de diminuer l'intensité lumineuse de ces panneaux publicitaires. Espérons que cela change rapidement.
Enfin, il y a les dépôts sauvages de déchets. Et oui, en dehors de la catastrophe écologique que cela peut causer, c'est également de la pollution visuelle. Quand on se balade dans la campagne ou au bord de l'Ozon par exemple, l'objectif est de profiter de la nature et de ses couleurs, pas de voir une carcasse de lavabo, un vieux canapé ou des poubelles traînées n'importe où. Si vous avez l'âme solidaire, vous pouvez vous promener avec un sac plastique et des gants pour ramasser les plus petits déchets au fur et à mesure de votre balade. Et si vous ne voulez pas faire cela seul, les associations Clean Walk ou Un déchet par jour organisent régulièrement des marches citoyennes pour ramasser le maximum de déchets. Si vous découvrez un dépôt sauvage autour de chez vous, n'hésitez pas à prévenir votre mairie qui pourra organiser leur évacuation, voire la mise en demeure des responsables s'il est possible de les retrouver. En dehors des dégâts sur l'environnement des publicités papier lumineuses et des déchets dans la nature, ces encombrements d'éléments moches dans nos champs de vision nous empêchent de voir le beau, et donc de nous donner envie de le préserver. Lutter contre la pollution visuelle, c'est donc aussi un acte citoyen pour faire avancer notre société vers une démarche plus responsable, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Aujourd'hui, je vous parle de solastalgie. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot ? La solastalgie ou éco-anxiété est une détresse psychique ou existentielle causée par exemple par les changements environnementaux, passés ou attendus, en particulier concernant le réchauffement climatique et la disparition de la biodiversité. Évidemment, vu la période que nous vivons entre la pandémie, les différentes guerres et autres crises économiques qui plongent certains pays dans le chaos, à laquelle on ajoute les rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui annonce chaque année que si nous ne faisons rien, nous allons droit vers notre propre extinction, il y a de bonnes raisons d'être en détresse. Le problème avec la peur, c'est qu'elle nous empêche de réfléchir. Voire, à force de lire et entendre des titres catastrophiques, on se dit que perdu pour perdu, autant profiter un maximum tant qu'il en est encore temps. Alors oui, si on ne bouge pas, nous allons vivre des années catastrophiques et c'est déjà le cas dans certains pays. Oui, il faut alerter pour que nous soyons au courant des conséquences de nos actes. Vivre dans un monde tout rose, éloigné de toute information négative, n'aide pas à faire bouger les choses non plus. Mais je trouve que, et c'est pour ça que je parle de pollution, la tendance à l'hyper-information de notre société nous bloque dans l'effroi plutôt que de nous donner envie d'avancer pour faire bouger les choses. À ce sujet, j'ai lu récemment un article intéressant sur le site Novetic qui donne un angle différent suite aux nombreux articles et reportages parus après la publication du dernier rapport du GIEC le 4 avril dernier. Partout nous pouvions lire et entendre « Il ne reste que 3 ans avant la fin du monde ». Alors, comment ne pas paniquer, voire se résigner quand on est abreuvé de cette nouvelle toute la journée, à chaque fois que l'on allume la télé, ses réseaux sociaux ou quand on lit un journal ? Effectivement, il faut se bouger. Si on veut rester sur une planète vivable, plus on le fera vite, mieux ce sera, mais chaque action compte et ça j'en suis certaine. Et c'est ce que je veux vous montrer dans cette chronique. Et puis il y a un autre effet, quand on est dans l'action, même si parfois on s'épuise et qu'on a l'impression que rien ne bouge autour de nous, on donne l'exemple. Alors je ne dis pas qu'il faut crier sur tous les toits que vous avez changé votre mode de consommation, que vous tentez le zéro déchet ou que vous vous impliquez dans une association de protection de la nature, juste soyez vous-même, alignés avec vos valeurs. Avancez malgré les critiques, parce que oui, il y en aura. Tentez des choses, revenez en arrière car personne n'est parfait, mais au moins agissez avec vos moyens. Les chercheurs du GIEC le disent, chaque tonne de CO2 économisée compte, donc tout ce que vous ne produirez pas, c'est déjà ça de prix pour la planète. Et ainsi, vous libérerez votre esprit de cette pollution des mauvaises nouvelles. Être conscient, oui, être déprimé et attendre que le ciel nous tombe sous la tête, non. La journaliste Laure Nouala dit que l'action est le meilleur anxiolytique, et je suis bien d'accord avec elle. Une des premières actions à faire donc, c'est peut-être de s'informer différemment pour éviter de se polluer l'esprit et donc de sombrer dans cette tendance du « de toute façon, c'est trop tard, donc à quoi bon ?» La semaine prochaine, je vous proposerai donc quelques sources d'informations que j'utilise moi-même pour changer d'angle face aux infos et garder l'énergie pour faire bouger les choses, car oui, j'en suis sûre, et ça maintenant vous le savez, on peut le faire. Dernier épisode du mois où je vous parle des différents types de pollution moins connus, comme la pollution sonore, lumineuse ou visuelle. La semaine dernière, je vous parlais de solastalgie ou éco-anxiété, souvent causée par toutes les nouvelles angoissantes que nous entendons ou lisons chaque jour. Il y a de quoi polluer notre esprit et réduire l'énergie que nous avons pour avancer vers un mode de vie plus responsable. Pour éviter donc d'avoir envie de creuser un trou pour y plonger sa tête et espérer que les choses changent d'elles-mêmes, je vais aujourd'hui vous parler de sites d'information ou de podcasts que je suis et qui, à mon goût,
donne des informations constructives plutôt que destructrices. Commençons par Bleu Tomate, un réseau d'informations qui met en lumière les acteurs de la transition en Provence, qui privilégie la biodiversité, la proximité, la naturalité et les énergies renouvelables. La vocation des journalistes qui y travaillent, encourager le passage à l'acte vers une consommation éco-responsable. Vous pouvez lire leurs articles sur bleu-tomate.fr ou regarder leur chaîne YouTube. Si on reste dans les médias créés localement, il y a aussi le blog de Green et Local. Je vous avais déjà parlé de cette application collaborative qui référence et géolocalise les professionnels éco-responsables partout en France. Bénédicte Longeochal, sa créatrice vauclusienne, a un blog plein de bonnes idées pour réduire nos déchets, créer nos propres produits avec des ingrédients naturels et bien sûr réaliser de bonnes recettes gourmandes avec des produits de saison. Comme je suis fan de podcasts, j'ai beaucoup de références dans ce type de médias, comme par exemple Y'a le feu au lac, animé par Lucas Scaltriti et produit par Ouest France en 2021. Ce podcast a pour objectif de décortiquer ce que l'on croit savoir sur l'écologie et de nous aider à comprendre ce qui est vraiment bon pour la planète. Chacun des 21 épisodes répond en moins de 20 minutes à une question que nous pouvons nous poser comme « Et si le recyclage n'était pas si écologique ?» ou « Peut-on être écolo et partir en vacances ?» C'est facile à écouter et à comprendre, pas du tout moralisateur. Ça permet de connaître des faits pour se faire une idée sur un sujet, car ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Il y a également Je fais de mon mieux, le podcast pour les écolos imparfaits. Ou encore le podcast Sismique, qui est parfois très pointu dans ses intervenants, mais tout aussi intéressant sur les enjeux de notre monde en pleine mutation. Et pour les amateurs de radio, je recommande la super émission de France Inter, La Terre au carré, animée par Mathieu Vidard. Pour protéger la nature, il vaut mieux la connaître, et quand en plus on connaît tous les bienfaits que les plantes peuvent nous apporter, on a encore plus envie d'en prendre soin. C'est ce que l'on apprend sur le blog Altea Provence et son podcast de Bonne Nature. Christophe Bernard, son créateur, est aussi vauclusien et propose de partager son expérience sur les plantes médicinales puisqu'il est conseiller en phytothérapie et herboristerie. De quoi soulager pas mal de vos petits bobos naturellement. Et pour terminer, parce qu'il faut toujours garder une attitude optimiste, je vous conseille de regarder sur YouTube ou Instagram le média positif. Il s'appelle comme ça. Chaque jour à 19h, il publie 4 informations qui se sont passées dans le monde pour montrer l'actualité sous un jour nouveau et mettre en lumière les nouvelles positives qui chaque jour naissent souvent en silence. Une vraie bouffée d'air frais. Et enfin, bien évidemment, je vais vous parler de mon propre podcast, Esperluette, qui donne la parole aux belles énergies entrepreneuriales, associatives et artistiques de notre cher territoire, le Vaucluse. Il y en aurait encore beaucoup d'autres à citer, mais je n'ai malheureusement pas le temps. Ça vous donne au moins déjà pas mal d'idées pour changer votre façon de vous informer, faire bifurquer votre angle de vue vers quelque chose de plus constructif, et j'espère que cela vous donnera des idées pour avancer vers un mode de vie plus respectueux de notre planète, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Esperluette.